À la dia 102, on dit des évidences, je la passe. Ah oui, la dia numéro 103, elle est amusante. Vous voyez, à la dia numéro 103, vous avez des nombres. Et ces nombres, nous disons que ce sont des résultats à un test. Il est écrit test de formulation d'objectifs pour aller pour bien dire quelque chose. Donc on fait comme si c'était des vrais résultats, quoi. Un résultat qui est 86, un autre 90, un autre 82, un autre 70, un autre 76, un autre 89, etc. Alors en fait, j'appuie sur le bouton et il est écrit là que concrètement, l'ensemble des observations exprimées par les valeurs de la variable dépendante, on vient de les voir, en fait, il est partitionné en autant de sous-ensembles que la variable indépendante a deux niveaux. Oui, il faut vous dire que dans le contexte de l'analyse de variance, on appelle niveau les valeurs de la variable indépendante. Par exemple, je veux savoir si il y a une différence, je sais pas moi, de motivation pour la science entre les garçons et les filles. J'ai une variable indépendante qui est garçon qui, et une variable dépendante qui est par exemple le résultat d'un test pour la motivation à l'étude des sciences. La variable indépendante, c'est garçon-fille. Elle a deux valeurs. Garçon a une valeur, fille a une autre valeur. On va dire qu'elle a deux niveaux. Il y a le niveau garçon et le niveau fille. Vocabulaire. Et là, on est encore dans le vocabulaire. Donc, par exemple, dans le cas d'espèce, toutes les valeurs qu'on a vues à l'explicite 3, en vérité, elles proviennent de sujets qui ont été traités au moyen de trois méthodes différentes, la méthode A, la méthode B et la méthode C. Je réappuie sur le bouton, je revois mes valeurs à la dia suivante, je réappuie sur le bouton, et tiens, elles viennent de prendre, en tout cas certaines d'entre elles, une couleur. Il y a des valeurs qui sont devenues rouges, oui, c'est les valeurs qui proviennent des sujets qui ont été traités par la méthode A. Je réappuie sur le bouton et je vois des valeurs qui deviennent bleues, c'est les valeurs des sujets qui ont été traités par la méthode B. Et suspense insupportable, terrifiant, si j'appuie sur le bouton, on voit des valeurs qui prennent une couleur verte. C'est celle des personnes qui ont reçu la méthode C. Alors, je suis un peu numérique, mais je suis encore fort conceptuel. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais vous montrer en fait que le premier point de vue, celui où tous les nombres étaient noirs, c'est le point de vue du groupe total. Et le deuxième point de vue, celui qui est là maintenant, où chaque nombre a une couleur qui correspond à son groupe, c'est le point de vue des sous-groupes. Donc en fait, ce à quoi je veux continuer à vous entraîner, c'est à l'idée de penser que quand on voit un paquet de données, on peut les regarder d'une manière ou les regarder d'une autre. Je les ai regardées en noir et blanc, et maintenant je les regarde en couleur. J'appuie sur le bouton, et en fait, à la dia 109, vous voyez apparaître quelque chose qui est très classique. Très très classique. Si au lieu de faire le pédagogue, en tout cas d'essayer, j'avais simplement voulu faire le prof, ben voilà, je vous aurais dit, vous voyez, à la dia 109, nous avons un tableau avec trois colonnes. Chaque colonne correspond au résultat obtenu à la suite de l'application d'une méthode. Il y a trois méthodes, il y a trois colonnes, et à l'intérieur des colonnes, vous trouvez les valeurs des données. Voilà. Donc, simplement pour vous dire que ça, c'est une présentation alternative de la manière dont je vous ai fait voir les choses auparavant. Mais ça veut dire que quand vous voyez un tableau comme ça, il est important que vous pensiez au fait que ça vient de cette situation que je vous ai présentée de manière un peu graphique, qui en fait conduit soit à regarder les données de manière partitionnée comme elles sont là, elles sont partitionnées par les frontières des colonnes, soit de manière non partitionnée, et ça on ne les voit pas dans un tableau. Il faudrait prendre une gomme et effacer les frontières entre les colonnes du tableau. Dia 110, on dit une évidence. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a une différence d'effet entre les trois méthodes? Traduisons. Est-ce que les trois colonnes sont représentatives de trois populations qui auraient des moyennes égales ou différentes? C'est ça la question. À la page 111, on pose l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, vous le savez, c'est l'hypothèse qu'il n'y a pas.
Ici, c'est l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence. Qu'il n'y a pas de différence entre quoi? Entre les moyennes. Entre quelles moyennes? Les moyennes des populations. Et donc, sur base de la détermination des moyennes de nos trois échantillons, on va spéculer sur la variance et se demander si on peut conclure à l'existence ou non d'une différence de moyenne au niveau des populations. Et pour cela, on pose l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence, hypothèse nulle. Je réappuie sur le bouton. Dia 112, oui, on s'en fiche un peu. Dia 113, ça rappelle ce que c'est qu'une variance. On appuie sur le bouton, on construit la formule de la variance. Voilà, on est bien content. Dia 114, procédure de test, on s'en fiche. Dia 115, oui, voilà. Vous voyez apparaître en fait quelque chose qui ressemble à la formule du f de Snell-Lecor. On vous montre au-dessus la variabilité systématique, en dessous la variabilité aléatoire. Donc ça vous donne l'idée qu'on va comparer ce qu'il y aura au-dessus à ce qu'il y aura en dessous. On vous dit en d'autres termes qu'on va comparer la variabilité intergroupe au-dessus à la variabilité intragroupe en dessous. On utilise des mots de vocabulaire différents. On parle par exemple de SCE pour somme des carrés des écarts, inter au-dessus, intra en dessous. On utilise aussi une autre terminologie qu'on voit parfois dans certains ouvrages, et c'est pour ça que je vous la donne aussi, la somme des carrés des écarts, ou bien ce qui va permettre de calculer le carré moyen. Parfois, on représente ça par la lettre Q majuscule. QE, c'est Q entre groupes, QD, c'est Q dans les groupes. Donc ça, c'est à nouveau du vocabulaire pour illustrer un petit peu la variabilité, la polysémie du champ sémantique. En fait, non, le champ sémantique n'est pas polysémique. Ce qui est perturbant, c'est qu'il y a plusieurs unités lexicales pour parler des mêmes choses. Donc, inter est intra, ce que QE est à QD, ce que SCE inter est à SCE intra, ce que systématique est à aléatoire. 116, et bien voilà, on va faire des estimations de variance et on va les comparer grâce à un f de Snell-Lecor. 117, vous avez une formule de f de Snell-Lecor qui apparaît, qui vous dit que le f, ça va être la comparaison entre un carré moyen inter et un carré moyen intra. Intra, ça veut dire entre groupes, pardon. Inter, ça veut dire entre groupes, intra, ça veut dire dans les groupes. Et là, en bas, il est marqué entre supérieur à dans. Oui. Oui, parce que il y a une chose que vous n'avez pas faite, mais que vous auriez pu faire. Vous auriez pu me dire, oh, M. Arnier, on a compris le jeu, ça va, une issue, deux issues. Avec le tel de student, ça marche, mais une issue, deux issues, avec l'analyse de variance, ça ne marche pas. Parce qu'il peut y avoir plus que deux groupes. Mais vous auriez quand même pu me dire, et là, petit fripon, le baiser. Quand même, quand vous faites un test de Snell-Lecor, c'est un groupe que vous comparez, s'il y a 5 groupes dont vous voulez comparer les moyennes. Ce que vous comparez, c'est toujours deux affaires. C'est toujours une estimation de variance et une autre estimation de variance. Oui, vous eussé-je dit, un peu contrit, c'est vrai, vous avez vu le défaut de ma cuirasse. C'est clair que quand je fais un f de Snell-Lecor, je ne compare que deux choses ensemble. Donc vous avez raison, la notion d'issue des issues pourrait avoir du sens. Mais, est-ce que le test va être à deux issues ou à une issue? Est-ce qu'il va falloir choisir? Non, le choix il est fait. Le choix il est fait parce que, au vrai, il n'y a qu'une seule issue qui m'intéresse. La seule issue qui m'intéresse, c'est celle où l'estimation de variance du haut, inter, est supérieure à l'estimation de variance du bas, intra. Parce que franchement, s'il y a plus de variabilité à l'intérieur des groupes qu'entre les groupes, ben, je ne vais même pas me poser la question de savoir s'il y a des différences de moyenne intergroupe. Parce que de toute façon, si jamais c'était le cas, elle ne serait pas visible à cause de la trop grande variabilité qu'il y a à l'intérieur de mes groupes. Et donc, c'est un peu le coup du camion dont on ne perçoit pas la présence car il y a du brouillard. Pourquoi? Parce que le brouillard est fort ou parce qu'il n'y a pas de camion? Ben, il suffit d'attendre sur la route et si on se fait écraser, c'est qu'il y avait un camion. Alors, nous passons à la dia suivante. Et là, ça va commencer à ressembler un petit peu plus à un cours de statistique, parce que jusqu'à présent,
c'était fort dessin animé. À la page 118, on a donc au-dessus somme des carrés des écarts inters, en dessous somme des carrés des écarts intra. Ben oui, parce que pour calculer un carré moyen, il faut bien avoir une somme de carrés d'écart. Vous vous rappelez qu'un carré moyen, c'est une somme de carrés d'écart rapportée à un nombre de degrés de liberté. Donc je réappuie sur le bouton et je vois que chaque carré moyen, effectivement, vient bien d'une division d'une somme de carrés d'écart par un nombre de degrés de liberté. Au passage, vous remarquez qu'on a ici appelé L le nombre de degrés de liberté. C'est une convention, on peut en prendre une autre. Il y a une convention assez fréquente qui consiste à utiliser la lettre grecque nu pour représenter le nombre de degrés de liberté. La lettre grecque nu, vous savez sans doute que c'est quelque chose qui ressemble à une espèce de V. Je vais la faire en grand pour que Charleroi la voit. Voilà. La lettre grecque minuscule nu ressemble à peu près à ceci. Que restera-t-il de mon cours aujourd'hui sur le tableau? Un mot. Je pense que ça va faire plaisir. Alors, on continue, j'appuie sur le bouton, et là ça commence à devenir vraiment plus amusant, parce que pour le coup, des formules, il y en a. Hein. Mais bon, c'est la loi du genre, vous n'étiez pas satisfait rien qu'avec mes explications un peu tournes, avec des petits éléphants et des gros éléphants, donc maintenant on fait dans le sérieux. Alors, ce que j'ai fait apparaître, c'est d'autres manières d'écrire les formules. Et ça, vous allez rencontrer. Là, ça peut vous sembler simplement une recherche gratuite de difficulté. Je peux tout à fait être d'accord avec vous là-dessus. Mais vous allez voir que quand on va complexifier les modèles, ça va être vachement important de pouvoir utiliser ce genre d'écriture-là. Alors, je vous en dis un petit mot, mais un petit mot vraiment, et puis on vous dira plus de mots après quand on ira vers la complexification. Alors regardez un petit peu. Je vais vous proposer de prendre l'écriture qui est tout en haut à gauche, dans le coin en haut à gauche. Et là on parle de quoi? On parle de la somme des carrés des écarts inters. La somme des carrés des écarts entre groupes. Vous vous rappelez ce que c'est, hein, la somme des carrés des écarts entre groupes? La somme des carrés des écarts entre groupes, c'est là où on calcule les écarts entre moyenne de groupe et moyenne du groupe total. Donc c'est une somme de carrés des écarts bizarre, puisque ce n'est pas les données qu'on prend en considération, mais une estimation des données qui est la moyenne de leur fait. Donc, l'écart, où c'est qu'il est dans cette écriture compliquée à gauche? Ben, il est là où il y a un moins. Et donc, qu'est-ce que je dois trouver à gauche et à droite du moins? Ben, à gauche et à droite du moins, je dois trouver moyenne de sous-groupe et moyenne de groupe total. Bien. Mais en fait, c'est exactement ce qui est représenté là. La moyenne, on la représente par un x qui veut dire valeur expérimentale, x qui veut dire donnée, et on la surmonte d'une barre horizontale. Quand on surmonte d'une barre horizontale, ça veut dire qu'on a fait une opération de moyennage. Donc x avec une barre, ça veut dire moyenne des x. Maintenant, la question c'est, d'accord, moyenne des x, mais où c'est qu'on a calculé la moyenne des x et comment est-ce qu'on a calculé la moyenne des x? Eh bien, ce qu'il y a en indice vous le dit. Car vous avez remarqué que vers la gauche, là, tout à côté du signe égal, il y a un signe sommation. Je peux montrer précédemment comment ça marche le signe sommation. Et vous voyez que ce signe sommation, il utilise un indice qui dit au fond sur quoi on tourne. En fait, vous savez bien sur quoi on tourne. Dans mon exemple à trois groupes, c'était tantôt un groupe, tantôt un autre, tantôt un autre. Donc en fait, on tourne sur les groupes. Et les groupes, on va décider qu'on les numérote. Et le numéro qu'on leur donne, on l'appelle J. Et J, dans mon exemple de tout à l'heure, vous pouvez prendre trois valeurs, 1 pour le groupe 1, 2 pour le groupe 2, 3 pour le groupe 3. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, J varie de 1 à 3. Alors, cet indice J, qui est donc un numéro de groupe, vous le voyez apparaître à l'intérieur de la parenthèse, là, à gauche, juste à côté de la moyenne. Donc ça veut dire que x bar avec cet indice J
J. Si J vaut 1, c'est la moyenne du groupe 1. Si J vaut 2, c'est la moyenne du groupe 2. Si J vaut 3, c'est la moyenne du groupe 3. Et je sais que tous les J vont devoir y passer, puisque je suis sous l'effet d'un signe somme qui me fait tourner pour J allant de 1 jusqu'à Q, c'est-à-dire pour J allant de 1 jusqu'à 3. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas dite à propos de l'écriture qui est dans la parenthèse à gauche du signe. Je vous ai parlé du X, je vous ai parlé de sa barre, je vous ai parlé de l'indice J, mais il y a un gros point là. Un gros point. C'est quoi ce gros point? Eh bien, ce gros point, c'est ce qui représente ce sur quoi on a fait la moyenne. Donc là, n'oubliez pas, je suis sur la moyenne d'un sous-groupe, par exemple le groupe 2. Et sur quoi est-ce que j'ai fait la moyenne dans le groupe 2? Eh bien, je l'ai faite sur toutes les données du groupe 2. Ce gros point, il représente toutes les données du groupe 2. Si maintenant, vous voulez bien descendre un petit peu et aller voir la formule qui apparaît en dessous, SCE intra. Je ne regarde qu'un morceau de la formule pour attirer votre attention sur l'équilibre. Ce que je regarde, c'est ce qui est à gauche du signe égal dans la parenthèse. Et ce qui est à gauche du signe égal dans la parenthèse, c'est quoi? C'est x sans barre au-dessus. Donc, ce n'est pas une moyenne, c'est une donnée. Mais avec deux indices. Il y a l'indice J, on le connaît déjà, c'est l'indice de groupe. Et puis il y a un autre indice, c'est l'indice I. Et qu'est-ce que nous dit le signe somme qui est à gauche? Il nous dit que I va varier de 1 jusqu'à P. Et je pose que P, c'est l'effectif du groupe. Donc, dans l'exemple numérique que j'ai pris, 5. Puisque dans chaque groupe, il y a 5 valeurs. Au passage, je vous signale que pour simplifier, je prends ici des exemples où tous les groupes ont le même effectif. Après, on apprendra à faire plus difficile et à avoir des groupes qui ont des effectifs différents. Je ferme cette parenthèse. Pour ne pas compliquer les choses, j'impose que tous les groupes aient le même effectif. Ferme cette parenthèse. Je reviens à mon écriture. Je l'aime bien, moi, cette petite chose qui est à gauche du signe moins, dans cette formule de SCE intra, parce qu'en fait, ce que ça exprime, c'est ce qu'on va appeler le terme générique de cette analyse de variance. Le terme générique, c'est quoi? C'est au fond la donnée de base. C'est le citoyen de cette population statistique. Et donc, ce que j'indique ici, c'est que la donnée de base, n'importe quelle donnée à l'intérieur du tableau, cette donnée de base, je peux la référer de deux manières différentes. Il y a une chose que je peux dire, c'est quel est son numéro à l'intérieur de son groupe. Quelle est, si vous voulez, la ligne sur laquelle il se trouve à l'intérieur de sa colonne. Puis je peux dire aussi autre chose, c'est dans quelle colonne est-ce qu'elle se situe. Donc, dans mon tableau avec 3 colonnes et 5 lignes, je peux dire dans quelle colonne elle est et dans quelle ligne elle est. Je peux dire le numéro de la colonne, ce sera J. Je peux dire le numéro de la ligne, ce sera I. Donc, cette chose-là exprime le terme générique de mon analyse de variance, c'est la donnée de base, la donnée lambda. Non, c'est XIJ. Donc, quand je vois XIJ, je vois la donnée X qui a pour numéro à l'intérieur de son groupe le numéro I et pour numéro du groupe le numéro J. D'accord? Je vais, si vous voulez, remonter beaucoup plus haut. Donc, Mélanie, je remonte des tas de dia en haut. Voilà. Je suis sur la dia 109, donc tas dia 110. Donc, sur la dia 109, vous voyez les données dans leur tableau. Comment est-ce que je peux faire pour localiser une donnée? C'est un petit peu comme si je voulais localiser une ville sur une carte. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais donner la latitude et la longitude. Eh bien, ici, la latitude et la longitude, c'est dans quelle rangée, dans quelle ligne est-ce que ma donnée se trouve et dans quelle colonne est-ce que ma donnée se trouve. Par exemple, au hasard, je prends celle-là. Voilà, celle-ci. La valeur numéro 76. Ben, je peux parler d'elle en disant qu'elle se trouve dans la colonne 2 et dans la ligne 2. D'accord? Donc, ça, c'est x de 2. C'est la donnée qui est dans la ligne 2 et dans la colonne 2. Mélanie, je repars
direction de l'endroit où j'étais, avec, voilà, les jolies formule, pièce inverse. Donc, j'ai fait sur les carrés des écarts intra, et je voulais vous montrer x, y, j, pour vous introduire à l'idée de termes génériques. Pourquoi j'ai fait ce détour? Parce qu'en fait, j'étais en train de vous parler tout en haut de la formule SCE inter, et je vous avais dit, dans la formule SCE inter, il y a une parenthèse, à l'intérieur de la parenthèse, il y a un signe moins, à gauche du signe moins, il y a quelque chose, ce quelque chose, je vous en ai parlé, je vous ai dit x, c'est quoi? Je vous ai dit la barre, c'est quoi? Je vous ai dit j, c'est quoi? Il y a un truc que je vous ai pas dit, le point, c'est quoi? Ben, le point, c'est ça. Le point, il représente tous les i. Et c'est sur toutes les valeurs de i, évidemment, qu'on a fait la moyenne. Donc, si je prends maintenant, globalement, dans la formule SE inter, cette écriture qui est à gauche du signe moins, je vois que c'est la moyenne puisqu'elle est barre, des données x qui appartiennent au groupe numéro j, et sur quoi est-ce qu'on a fait la moyenne? Sur tous les i. Donc, je me suis mis dans une colonne, la colonne numéro j, et à l'intérieur de cette colonne, j'ai moyenné pour toutes les valeurs, c'est-à-dire pour tout i variant de 1 jusqu'au nombre de données qu'il y a dedans, à savoir p. Donc ça vous explique le terme générique. Vous avez fait une figure dans la formule de C1. Ça vous explique la moyenne de groupe. Et maintenant, vous savez qu'il y a une autre moyenne qui est très importante, c'est la moyenne du groupe total. Alors, pour calculer la moyenne du groupe total, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû le mettre dans une colonne, à l'intérieur de cette colonne, faire la somme de toutes les données qui sont dans la colonne, c'est-à-dire donner toutes les valeurs possibles à i. Et je remplace i par un point. J'ai fait ça dans chacune des colonnes. Puis après, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû additionner, comme vous dites, j'ai dû additionner tout ça. Et donc, j'ai dû faire prendre toutes les valeurs à j. De 1 jusqu'au 3, si je suis dans mon exemple à 3. Et donc, comme j a pris toutes les valeurs, ben, j'ai un gros point à côté. Et donc, vous voyez, x bar, point, point, ça veut dire la moyenne des x moyennés sur tout j, c'est-à-dire sur tout groupe, et sur tout i, c'est-à-dire sur toute valeur à l'intérieur du groupe. Donc, vous avez maintenant x, i, j, x bar, point j, x bar, point, point. Et vous savez que c'est entre ces objets-là que vont se calculer les écarts. Dans ma somme de carrés des écarts inter, celle du haut, je calcule les écarts entre moyenne du groupe, x bar point j, et moyenne du groupe total, x bar point point. Dans ma somme des carrés des écarts intra-groupe, je calcule les écarts entre données et moyenne du groupe. Données x, i, j, moyenne du groupe, x bar point j. Regardez un petit peu comme c'est plaisant. Si je pars de là, donc je pars de x, i, j, et que je me déplace du côté droit, je saute au-dessus du signe moins, j'arrive en x bar point j. Et puis de là, je saute dans la formule du haut. X bar point j, il est là aussi. Et x bar point j, il m'amène à quoi? Je saute au-dessus du signe moins à x bar point point. Donc, si je prends ces deux formules, je passe de x, i, j, j'arrive à x bar point j. X bar point j est en haut, je pars de lui et j'arrive à x bar point point. Donc, les écarts sont à l'intérieur des parenthèses. Si je prends celui du bas et que je l'additionne à celui du haut, ça me donne l'écart total. Oui, additivité des écarts. Partant, additivité des sommes de carrés des écarts. Je vous ai tout expliqué à propos de SCE intra et de SCE inter. Sauf une chose, à laquelle je vous ai sensibilisé tout à l'heure, mais ce ne sera pas effectif. Sauf une chose. Rappelez-vous, pour la somme des carrés des écarts inter, l'idée c'est qu'on fait semblant que chaque donnée est égale à sa moyenne de groupe. C'est pas vrai, mais on fait comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais ça veut dire qu'il faut prendre autant de fois qu'il y a de données, l'écart entre moyenne de groupe et moyenne de groupe total. Autant de fois qu'il y a de données, eh bien, donc je le prends une fois, l'écart entre la moyenne du groupe et la moyenne du groupe total, je le prends une fois, et cet écart-là, je vais le multiplier par le nombre de données qu'il y a dans le groupe. La raison pour laquelle
moyenne d'un groupe et la moyenne du groupe total, va être multiplié par le nombre de données qu'il y a dans le groupe pour qu'on puisse faire comme si chaque donnée de ce groupe avait été confondue avec la moyenne du groupe. Ça va ça? Donc, nous avons la somme des carrés, nous avons la somme des carrés des écarts intragroupe, nous avons la somme des carrés des écarts intergroupe, nous avons deux sommes des carrés d'écart. On sait que pour arriver au test F, il faut comparer deux carrés moyens, mais on sait que pour un carré moyen, il faut chaque fois avoir une somme de carrés des écarts et un nombre de degrés de liberté. Donc ça, c'est l'étape d'après. Je prends la question. Les questions. Non. Quand on additionne l'écart du bas et l'écart du haut, on a l'écart total. Donc quand on additionne xij moins x bar point j, quand on additionne ça à x bar point j moins x bar point point, quand on additionne ces deux différences, on a l'écart total. D'accord? Et donc, pour visualiser ça, vous pouvez vous dire qu'on va faire une promenade depuis xij jusqu'à x bar point point. Et pour faire cette promenade, en fait, on a une première étape qui est x bar point j, qu'on trouve à gauche ici moins dans la formule du bas, et qu'on trouve à droite ici moins dans la formule du bas. Et je monte à la formule du haut, et je retrouve la même valeur x bar point j à gauche, hein, elle était à droite en bas, je la trouve à gauche en haut, à gauche, puisque c'est à partir de là que je vais faire l'écart, et je vais faire le voyage jusqu'à x bar point point. Et donc ça, c'est vraiment la matérialisation de la décomposition de la somme des carrés des écarts. Puisque la somme des carrés des écarts est positive, je vais pouvoir décomposer. D'accord? Et donc c'est vraiment un déplacement jusqu'à un point. De là, je repars, je refais un déplacement jusqu'à l'autre point. Alors ici, c'est très simple, évidemment, puisqu'on n'a que deux sommes de carrés d'écart. Vous allez voir que quand on va complexifier le modèle, on va faire 3, 4, 5 voyages. Et on va toujours prendre l'écart et le couper en morceaux. Et à chaque morceau, on va faire correspondre une source de variance, source de variabilité potentielle. Deuxième question. Oui. Donc le x bar point point, c'est une moyenne là-bas de x, des valeurs. Quelles valeurs? Celles qui ont n'importe quel numéro de ligne, figuré par un gros point, et n'importe quel numéro de colonne, figuré par un gros point. Donc, le point veut dire tous les i, ou bien tous les j, etc. Et quand on va complexifier le modèle, chaque donnée aura non pas deux indices, mais peut-être 3, mais peut-être 4, mais peut-être 5. Et on va utiliser cette même écriture pour dire attention, on a moyenné sur la chose que représente cet indice. Quand vous n'avez que des points à la place des indices, c'est la moyenne du groupe total. Vous pouvez le refaire avec le tableau. Hein. Vous avez deux points, un point qui figure des lignes et un point qui figure des colonnes. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une colonne, vous prenez en considération toutes les lignes, et que ça, vous le faites dans toutes les colonnes. Ok? Ça va voir, ça va? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ça va quand même? Oui, oui. Quelle année? Il faudrait que je te dise un jour à quel point ça me rassure d'entendre ta voix. Alors, on avance deux sommes de carrés d'écart, mais c'est pas ça qu'on veut, on veut deux carrés moyens. Donc comment fait-on pour transformer une somme de carrés d'écart en carré moyen? Très simple, on la divise par un nombre de degrés de liberté. Donc, chacune de nos deux sommes de carrés d'écart, je vais devoir la diviser par un nombre de degrés de liberté. Je vais commencer à aller, soyons fous, par la somme des carrés des écarts intra. Vous vous rappelez plus ou moins que la notion de degré de liberté, j'en ai touché un mot quand j'étais à Charleroi, c'est en gros un nombre de données diminué d'un nombre de relations. Donc, si je vous dis par exemple que j'ai une somme qui est 10 et que cette somme c'est la somme de trois nombres
et que ces trois nombres sont 2, 3 et point d'interrogation, puisque je vous ai dit que le total c'est 10, ça veut dire qu'à la place d'un point d'interrogation, c'est que vous m'écoutez vraiment. Si on a la valeur 2 et qu'on a la valeur 3, et qu'en fait il y a une troisième valeur qu'on connaît pas avec la somme est 10, c'est quoi la troisième valeur? Ouais. Donc, c'est ça, la notion de liberté. Je travaille là, avec un ensemble qui a 3 valeurs, mais en fait, il n'y a que 2 degrés de liberté. Donc, ici, on pourrait dire que le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre d'éléments moins le nombre de relations qui les unissent. C'est quoi la relation qui les unit? C'est la somme. Donc, je suis dans un système, certes, à 3 éléments, mais à 2 degrés de liberté. On va partir avec cette définition-là. Le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble, moins le nombre de relations qui les unissent. Appliquons un peu ça à la somme des carrés des écarts intra-groupes. Je reprends mon exemple concret, qu'on va mettre fort en chiffres tout à l'heure. Mon exemple concret, c'est 3 groupes. Dans chaque groupe, il y a 5 valeurs. C'est quoi le nombre de degrés de liberté? Si je prends le point de vue du groupe total, c'est le nombre d'éléments, c'est-à-dire 15, moins le nombre de relations. Alors c'est quoi les relations? Les relations, c'est les moyennes. J'ai pris le point de vue de la somme des carrés des écarts intra. Les moyennes, il y en a combien que je prends en considération? Il y en a 3, puisque j'ai 3 groupes. Donc c'est le nombre total de données 15, moins le nombre de moyennes prises en considération 3, 15 moins 3, 2. Donc pour la somme des carrés des écarts intra, on pose que le nombre de degrés de liberté est égal à grand N. Grand N, c'est le nombre total de données. Je le déclare ainsi. Vous vous rappelez que je vous ai dit que je simplifiais un maximum et que je considère que c'est le même nombre de données dans tous les groupes. Donc on pourrait dire que grand N c'est égal à petit n multiplié par le nombre de groupes. Le nombre de groupes c'est Q. J'ai déjà posé que ce Q, vous vous en souvenez, puisque tout en haut à gauche, j'avais dit que J, le numéro de la colonne, variait de 1 à Q. Donc Q c'est le nombre de colonnes dans le système analytique. Et donc le nombre de degrés de liberté intra-groupe, c'est le nombre total de données dans le plan, grand N, diminué du nombre de groupes, petit p. En l'occurrence, 15.3. Alors maintenant, je remonte un étage. Le nombre de degrés de liberté intergroupe, ça va être quoi? Le nombre de degrés de liberté intergroupe, c'est le nombre de choses que je prends en considération diminué du nombre de relations qui les unissent. C'est quoi les choses que je prends en considération là, au niveau intergroupe? C'est les moyennes. Et les moyennes de groupe, il y en a combien? Il y en a autant qu'il y a de groupes. 3 groupes dans mon exemple. Q groupe pour ma formulation. Donc c'est le nombre de choses qui m'intéressent Q. Moins le nombre de relations qui les unissent, c'est quoi la relation qui les unissent? C'est la moyenne de groupe total, puisqu'à chaque fois, en fait, je vais de la moyenne de groupe à la moyenne de groupe total. Il y en a combien de moyennes de groupe total? Une. Donc, nombre de groupes, moins 1. Donc, somme des carrés d'écart intergroupe, petit q, moins 1. Et bien maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma somme des carrés des écarts inter, mon nombre de degrés de liberté inter, la somme des carrés des écarts intra, le nombre de degrés de liberté intra. Et bien, je fais la division. Je fais la division, je suis là. Et à partir de là, j'obtiens une valeur numérique comme carré moyen inter et une valeur numérique comme carré moyen inter. Je divise l'un par l'autre, j'obtiens une valeur numérique et la valeur de l'autre. Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, vous avez toute la représentation en formule. Comment en français pour faire les anglais du formulaïque. Vous avez toute la représentation formulaïque entre guillemets du processus.
de l'analyse de variance, en particulier de l'analyse de variance simple. J'espère qu'on est toujours d'accord qu'elle est simple. À la dièse 121, on dit, reprenons notre exemple. Et à la dièse 122, on reprend notre exemple. À la dièse 123, on dit des choses dont on se fiche un petit peu. Et à la dièse 124, il y a encore quelque chose d'amusant qui apparaît, qui ne va vous poser absolument aucun problème maintenant, puisque je vous ai expliqué tout ça 36 000 fois en long et en large. C'est la représentation, en fait, du tableau de nombres. Donc ça vous dit exactement la même chose que ce que je vous ai déjà dit. Quel est le point de repère? C'est la donnée qui va tout au milieu. Là. Vous la voyez, la donnée générique du plan X, Y, J. Et vous voyez bien que dans la colonne de cette donnée-là, il y a une moyenne X bar, point J. Vous voyez bien qu'à gauche, si je prends la première colonne, c'est X bar, point 1. À droite, si je prends la dernière qui s'appelle la colonne Q, c'est X bar, point Q. Et vous voyez les petites données à l'intérieur de leur groupe. Voilà, tout ça est simplement une autre manière de vous présenter le tableau. Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. C'est vraiment une autre manière de représenter les choses pour vous aider à entrer plus dans la présentation. Dièse 125, on revient avec le tableau. En fait, on va faire des calculs. À la dièse numéro 126, on est vraiment très piéton. Hein. On vous dit que le nombre numéro 86, ça sera x1, 1, parce qu'on est dans la première rangée, première colonne. Et puis on continue. 79, c'est x2, 1, deuxième rangée, première colonne. Et puis on continue. Et on continue, et on continue, et on continue. Voilà, si on est jusqu'au bout. Et donc maintenant, vous voyez bien, si on prend le tableau concret avec ses valeurs numériques spécifiques, vous voyez bien comment on va les représenter de manière que j'appelle tantôt formulaire. À la dièse numéro 133, on rajoute une couche, on vous met les moyennes pour que vous voyez bien comment ça fonctionne avec les gros points et tout ça. À la dièse numéro 134, à côté de la représentation formulaïque des moyennes, on vous a mis les valeurs calculées des moyennes. Donc, tout à fait à gauche, le gros 80, c'est la moyenne de 86, 79, 80, 70, 84. Même chose pour 85, même chose pour 75. Je réappuie sur le bouton et on voit apparaître une nouvelle grosse moyenne. Elle est encore plus grosse que les autres, c'est x bar, point, point. Je réappuie sur le bouton et la valeur de x bar, point, point s'affiche, 80, l'effectif 15, ok, on le savait. Et donc, maintenant, je peux un peu reformuler mon hypothèse nulle autrement. Mon hypothèse nulle, c'est au fond que 80 n'est pas différent de 85, n'est pas différent de 75. Ou pour le dire autrement, que le 80 de la moyenne globale peut s'incarner par hasard en 75, en 85 et en 80. C'est ça, hein, quelle est l'hypothèse nulle. Au fond, vous savez, vous voyez 75, 85 et 80, mais ce ne sont jamais que des avatars du Bouddha. Le Bouddha, c'est 80. Donc, 75, 85, 80, c'est le hasard des fluctuations d'échantillonnage qui a fait ça. En fait, dans la population, la valeur c'est 80, comme les trois groupes sont extraits de la population. Dans un monde parfait, ce serait 80, 80, 80, mais ça c'est le début d'une chanson et ça ne va pas. Ici, bon, ben voilà, le hasard fait que c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse, c'est pas 80, 80, 80, ailleurs que dans la population. Je m'appuie sur le bouton à la diapositive numéro 137, vous avez les sommes du carré des écarts, vous les connaissez bien, je vous les ai expliqués. Sauf que, il y en a une dont je ne vous ai pas parlé, c'est celle du bas, la somme du carré des écarts dans le groupe total. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé? Parce qu'on s'en fiche. On en a pas besoin. Elle est pas importante. Simplement, elle est là pour mémoire. C'est quoi la somme du carré des écarts dans le groupe total? C'est celle que vous calculez. Hein, c'est celle qu'on utiliserait si on voulait faire la variance des livres. La variance, on ne fait pas de spéculation. La variance, on ne chipote pas, ou on tergiverse pas, ou on calcule vraiment la variance, celle du cours de première. Mais on s'en fiche, puisque justement, c'est pas celle-là qu'on veut. Celle dont on veut, c'est des estimations. Une qui est sensible à la différence de moyenne, une qui est insensible à la différence de moyenne. Donc, c'est bien les deux du haut là qu'on veut. Vous les avez vus dans la grande vidéo avec toutes les formules. Remarquez,
pas tout à fait inutile que j'ai remis en dessous le somme des carrés des écarts dans le groupe total, parce que ça me permet de vous dire, de manière différente que je vous ai déjà dit, si on prend celle-là, on voit que on va prendre l'écart entre une donnée ici J et la moyenne du groupe total, on va prendre cet écart en considération par deux étapes successives. L'étape du haut, l'étape du milieu, A de ici J, je vais jusqu'à X1J, je remonte d'une case, je vais de X1J jusqu'à X1J. Donc ça montre bien cette idée de décomposition, et c'est pas inutile de les avoir toutes les trois, comme ça on voit bien que les deux premières sont en fait le résultat d'une décomposition de la première. Dia numéro 138. À la dia numéro 138, on y va, hein, on se la calcule, la somme des carrés des écarts intergroupes. Et vous voyez, la somme des carrés des écarts intergroupes, on l'obtient à chaque fois en prenant une moyenne de sous-groupe et en la référant à la moyenne du groupe total. J'appuie une autre fois sur le bouton et encore une autre fois sur le bouton. Et donc on voit bien qu'il y a trois écarts qui sont pris en considération. La moyenne 80 du groupe numéro 1 moins la moyenne 80 du groupe total. La moyenne 85 du groupe numéro 2 moins la moyenne 80 du groupe total. La moyenne 75 du groupe numéro 3 moins la moyenne 80 du groupe total. Et chacune de ces différences, chacun de ces écarts est pondéré par la valeur 5. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 valeurs dans chaque groupe. Donc c'est pour ça qu'on a réentouré en rouge le petit NJ. Je réappuie sur le bouton et je calcule que tout ça, ça fait 250. Donc la somme de carrés des écarts intergroupes vaut 250. Je réappuie sur le bouton et je passe à la dia 139 où il est question de calculer la somme des carrés des écarts intra-groupe. Vous savez bien que dans l'intra-groupe, c'est la donnée par rapport à la donnée de son groupe. Et donc, en groupe 1, il y a la donnée 86, je calcule son écart avec la moyenne de son groupe 80. 86 moins 80, je mets ça au carré. Et puis, je prends la deuxième donnée 79 moins sa moyenne 80. Et puis, la troisième donnée 80 moins sa moyenne 80. Et puis, la quatrième donnée 70 moins sa moyenne 80. Et puis la cinquième donnée 84 moins sa moyenne 80. Avec ça, je fais la somme des carrés des écarts à l'intérieur du groupe numéro 1, des écarts étant calculés entre valeur de donnée et moyenne du groupe 1. Je réappuie sur le bouton et j'ai la même chose qui apparaît pour la colonne numéro 2. 90 moins 85, 76 moins 85, 88 moins 85, 82 moins 85, 89 moins 85, je réappuie sur le bouton et apparaît la même chose pour le groupe numéro 3. Mais je ne l'ai plus parce que j'en ai là. Je réappuie sur le bouton et j'ai résultat. Tout cela fait 448. Donc, j'ai la valeur numérique de la somme des carrés des écarts intergroupe sur la dia précédente, la valeur numérique de la somme des carrés des écarts intragroupe sur cette dia-ci. Je réappuie sur le bouton. J'ai calculé pour vous amuser la somme des carrés des écarts dans le groupe total. Moi, je sans intérêt véritable, je passe ça bien gentiment. Et je passe à la dia 141 où on rappelle la notion d'indépendance. Je vous ai dit ça assez. Je passe à la dia 42. Il est temps maintenant de déterminer les degrés de liberté. Alors, quel est le nombre de degrés de liberté pour l'estimation de variance entre groupes? C'est petit q moins 1, le nombre de groupes moins 1, c'est-à-dire 2, 3 moins 1 égale 2. Je fais la dia 143, pardon, Mélanie, c'est-à-dire 144. Donc, la somme, le nombre de degrés de liberté lié à l'estimation de variance intergroupe vaut 3 groupes moins une relation 2. Le nombre de degrés de liberté pour l'estimation de variance intragroupe, le nombre total de valeurs moins le nombre de relations, 3 groupes, 3 moyennes, 15 moins 3, 12. Et pour le fun, il y a le nombre de degrés de liberté dans le groupe total, 14, mais on s'en fiche. J'appuie sur le bouton. À
À la pièce 144, on me dit qu'il faut maintenant calculer les carrés moyens. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, puisque j'ai les sommes de carrés des écarts et les nombres de degrés de liberté. Je réappuie sur le bouton. Je vois la dia 145 qu'on me rappelle comment il faut faire pour calculer le carré moyen inter et pour calculer le carré moyen intra. À chaque fois, je prends la somme des carrés des écarts et je la divise par le nombre de degrés de liberté. J'appuie sur le bouton. Au miracle, l'ordinateur me dit que 125, c'est la valeur du carré moyen inter. Je réappuie sur le bouton et il me dit que 37.3, c'est la valeur du carré moyen intra. J'ai donc deux carrés moyens, traduisons nos deux estimations de variance. Qu'est-ce qu'on fait quand on a deux variances, une dans chaque main? On fait un F. Bien sûr qu'on fait un F, pour voir si elles sont différentes. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Vous pensez qu'il y a des différences de moyens entre les groupes ou pas? Au pif, là, comme ça. D'accord? Donc, rappelez-vous, il y a une estimation de variance sensible et une estimation de variance insensible. L'insensible, c'est l'intra. L'intra, 37. La sensible, c'est l'inter. L'inter, 125. La sensible vaut 125. L'insensible vaut 37. Bon, la sensible est plus grande que l'insensible. Donc, on a une estimation de variance inter plus grande que l'estimation de variance intra. La question ici, est-ce que ce plus grand est significatif? Si tu étais l'inverse, je ne vais pas poser la question. « 146 calcul de la statistique F. F égale 125 sur 37.3, c'est-à-dire 3,35. Et maintenant, qu'est-ce que je dois déterminer? Je dois déterminer si ce 3,35 est significativement différent de quoi? Si ce 3,35 est significativement différent de... Si ce 3,35 est significativement différent de quelle valeur? De la valeur qui correspond à l'hypothèse nulle. C'est quoi l'hypothèse nulle? Oui, et partant, donc madame a dit qu'il n'y a pas de différence de moyenne, et partant, qu'il n'y a pas de différence entre les estimations de variance. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les estimations de variance, moins qui doit valoir combien? Oui. Ah oui. Ben oui. Quand on compare truc et bidule, et que truc et bidule valent la même chose, ça donne quel rapport? 1, évidemment. Hein? Donc on va se demander si 3,35 est significativement différent de 1. La valeur du maximum de vraisemblance, c'est 1. Sur l'hypothèse nulle, f est égal à 1. Et on voit que f, calculé par il est égal à 1. Il est plus grand. On va se demander s'il est assez plus grand pour être considéré comme significatif de l'existence d'une différence de variance dans la population, c'est-à-dire de moyenne entre les groupes. Vous vous souvenez du cours de distribution d'échantillonnage de Charleroi, hein? J'ai une valeur qui n'est pas celle du maximum de vraisemblance qui serait ici. Hein? Cette valeur est différente de la valeur du maximum de vraisemblance. Et donc, je vais aller voir dans la distribution d'échantillonnage quelle est la probabilité d'avoir une valeur si différente que ça. Ou plus différente encore. Pour le dire autrement, avec un mot de craie, ça va mieux pour dire ces choses-là. Et voilà. Pour le dire autrement, je suis dans une distribution d'échantillonnage. On la voit, Charleroi? Oui. Je suis donc dans une distribution d'échantillonnage. Quelle est la distribution d'échantillonnage?
voire plus différente encore, raison pour laquelle j'intègre. Mais vous ne savez pas intégrer avec vos petites machines. Et donc, ce que vous allez faire, souvent, c'est aller voir dans une table. Dans une table qui a choisi, une fois pour toutes, un niveau de signification, par exemple 0.05, et la table, elle vous dit, ben voilà, pour 0.05, vous avez une valeur d'abscisse qui est là. Et ce que vous allez regarder, c'est est-ce que votre 3.35 est inférieur à la valeur d'abscisse, supérieur à la valeur d'abscisse. Ça, c'est l'utilisation courante du table. Vous êtes obligé de savoir faire ça sous l'effet des cours de Madame Rawlings en université que vous êtes. À la dièse 147, on vous rappelle comment on fait pour consulter une table de Buste de mais vous le savez. À la dièse 148, vous avez une table de Buste de corps. On a choisi le niveau de signification 0.95, c'est-à-dire le seuil critique 0.05. Au numérateur, on entre la valeur de colonne, au dénominateur, la valeur de ligne, et on voit que ici, on aurait pour 2 degrés de liberté au numérateur et 12 degrés de liberté au dénominateur, au seuil de 0.05, un F critique de 3.89. Comme notre F, comme notre F observé est de 3.35 et que 3.35 est inférieur au seuil de 0.05, eh bien, on va dire que puisque le F calculé est inférieur au F de la table, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, c'est non significatif. Mais ils s'en foutent peu. C'est non significatif au seuil de 0.05. Si on avait essayé à 0.10, il est à exclure qu'on aurait pu dire que c'était significatif. D'ailleurs, regardez, à la dia numéro 152, j'ai en fait refait le test, non pas avec mon boulier compteur, comme j'ai fait jusque-là, mais avec un ordinateur. Et l'ordinateur me dit que la vraie probabilité de l'hypothèse nulle, c'est 0.07. Donc j'avais bien vu en allant voir dans la table que ma valeur critique, ma valeur calculée est plus petite que la valeur associée au seuil de 0.05. Donc ça veut dire que la probabilité est plus grande que 0.05. Combien plus grande, la table ne me le dit pas. Si j'avais été consulter une autre table, la table à 0.10, là j'aurais vu que la valeur de la table était plus petite que ma valeur calculée. Et donc j'aurais dit c'est significatif au 0.10. 0.05 c'est pas significatif, au 0.10 c'est significatif. Ça c'est le genre de spéculation qu'on fait quand on travaille avec les tables. Évidemment, si on se rappelle que on peut intégrer, mais c'est difficile avec une calculette, avec un ordinateur c'est plus simple, l'ordinateur devait intégrer, et voilà, il nous dit quelle est la valeur de l'aire intégrale. La valeur de l'aire intégrale c'est 0.07. Donc ceci, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, est-ce qu'il y a des différences entre les moyennes? Est-ce qu'il y a des différences entre les moyennes? Mais écoutez, je peux dire que oui, mais je peux dire que non. En disant oui, je prends des risques, en disant non, je prends des risques. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit ici que la valeur qui est associée à l'hypothèse nulle, la valeur de vraisemblance qui est associée à l'hypothèse nulle, c'est le 0.07, je vous rappelle la spéculation sur risque de première espèce, risque de deuxième espèce. Et donc, on voit que quand même, cette hypothèse nulle, là, dans le cas précis, elle aurait en gros 7 chances sur 100 d'être révélée vraie dans ce cadre. Donc, quand je sais qu'il y a 7 chances sur 100 pour qu'un phénomène se déroule, qu'est-ce que je dis? Je dis, ah non, c'est trop peu probable. Ou bien je dis, bon, ça va, j'accepte, c'est suffisamment probable. C'est là qu'on est sur une décision. Alors si on prend ce que j'appelais la fois passée la culture de référence, la culture de référence, elle va vous dire, ben, vous pouvez dire que c'est significatif au sens du seuil 0.05. Vous ne pourriez pas dire que c'est très significatif parce que 0.01 n'y est pas.
Très très significatif, vous ne pouvez pas le dire non plus. Alors est-ce que vous pouvez dire que c'est peu significatif? Ben oui, parce qu'au seuil de 0.10, ça l'est, puisque 0.07 est entre 0.05 et 0.10 évidemment. Donc, vous pouvez conclure que c'est non significatif au sens habituel du terme, puisque la probabilité calculée n'est pas inférieure à 0.05. Si vous voulez tirer un peu dessus, vous pouvez utiliser des normes habituelles en disant, bon, on va dire que c'est peu significatif, puisque 0.07 c'est quand même le petit 0.10. Ah, si on était à 0.11, on aurait dit c'est non significatif, on ne se serait plus jamais posé de questions. Mais là, on est dans une espèce de twilight zone où il peut se passer des choses bizarres, si je prends en référence la culture traditionnelle en la matière. Maintenant, si je n'ai pas envie de prendre ces références traditionnelles, eh bien, je dis tout simplement que des différences entre moyennes de groupe, telles que celles que nous avons observées dans 15 données, des différences comme ça, pourraient être observables si les trois groupes étaient extraits aléatoirement de trois populations qui ont des moyennes identiques, et ça n'a que cette chance sur 100 de problème. Voilà. C'est tout. À partir de la ligne numéro 153, vous avez un exercice pour vous aiguiser dedans. Et je vous le laisse. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Tout de suite. Mélanie, on n'a pas mis les liens sur le site? Non, je pense pas. Non. Tu peux les mettre? Pas tout de suite, hein. Ok, merci. Donc on va le faire. Alors, dans ce montage PowerPoint, il y a plus que ce que je vous ai raconté. En fait, vous allez voir plus loin à partir de je ne sais pas quel diagramme. Voilà, à partir de la diagramme numéro 165, 166, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est analyse de variance dans une classification hiérarchisée. Ça, c'est pour l'exercice prochain. Hein. C'est une complexification du modèle d'analyse de la variance. Donc, pour le relax, vous ne vous êtes pas endormi pendant l'explication, je ne vous en ai pas parlé, c'est normal. Bon, ça c'était la question quid des dias. Est-ce qu'il y a des questions autres? Ensemble? À Charleroi, comment allez-vous? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais pas de question. Et alors, l'âge en général de sang ou bien les étudiants sont à peu près normaux? À l'air d'aller? Bon, d'accord. Mais si il n'y a pas de question à Charleroi et qu'il n'y a pas de question en Mons, je peux accepter l'excellente fête de fin d'année. On a des données, des cas, des sommes de carrés de cas,